Et ben voilà, Aston Niambero, bonsoir à vous. Avec un ton un peu plus calme. Avec un ton un peu plus calme. Mais on va prendre la direction de l'Est Cameroun. L'exploitation minière révèle un paradoxe saisissant. Un sous-sol riche, or, fer, diamants, présents dans une économie invisible. Hier, les manifestants se sont adressés farouchement au ministre des Mines qui lui interdisant de laisser les populations locales exploiter leur or, non pas l'or de la République, une richesse nationale. Qu'en est-il exactement, Aston Niambé? Vous savez, j'aime parler en français facile et tout le monde se pose la question de savoir pourquoi l'Est, la région de l'Est, est si pauvre. Je veux dire, est si économiquement pauvre. Pourtant, à l'Est, on a toutes les richesses. On a le diamant, on a le fer, on a le pétrole, on a l'or. Les populations exploitent leur or. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans cette région-là? Pour commencer, je vais demander aux téléspectateurs de regarder avec moi cette vidéo qui illustre la visite d'un ministre et l'intervention d'un élu local. Je veux qu'on regarde attentivement ce qui s'est passé. C'est une série de vidéos qui nous sont parvenues, mais on a choisi cette séquence-là pour montrer aux téléspectateurs le ton qui a été levé du côté de l'Est Cameroun. On regarde ensemble. Du département de la Kabylie sont installés. Laissez ça au l'intérieur du département de la Kabylie. Faites le permis bateau. C'est combien de kilomètres carrés? Combien? 65 kilomètres carrés. Mais là où les Nigériens sont installés actuellement, laissez ça au l'intérieur. Et celui qui veut faire la petite mine, hormis de ça, il continue de faire sa petite mine. On ne refuse pas. Parce que quelque part, vous dites qu'on refuse, on refuse. Et donc, là maintenant, il y a un type, comme vous venez de le parler, le chef de l'État a parlé, je ne sais pas si j'ai encore, si je peux un tout, sur ordre du ministre et sur deux instructions, on remet le site de Campbell, vous connaissez ça, non? Et on a eu le gars. Il s'arrête bien bon test. On a apprécié. Nous sommes allés avec eux. On nous a réunis. On dit bon, vous avez 6 mois. Vous voyez, et transformez-vous par rapport à la semi-mécanisation. On a dit ok, on va se constituer en association en coopérative. Nous sommes revenus actuellement à la brigade de coopérative pour faire face à ce problème. Et là, 2 semaines après, c'est toi qui sais la décision qu'on a sorti de machine. Entre le ministre et le chef de l'État, je m'excuse, s'il y a des mots mal placés, je m'excuse. S'il y a des mots mal placés, je m'excuse, laissez-moi parler. Monsieur Nao, oui, monsieur le préfet, vous êtes un conseil municipal, parlez avec le conseil de respect, conseil régional, parlez avec du respect. Ok. Je n'ai pas incité. J'ai dit c'est le ministre même qui se passe. Non. C'est le ministre qui a pris une décision après 2 semaines pour leur faire sortir les machines. Excusez-moi. Vous êtes au courant, monsieur le préfet. Ne me trompez pas. J'ai dit la vérité. Et c'est là où sont les machines. Pour attendre. Maintenant, c'est une qu'est-ce qui n'est pas actuellement. La présidence qui va travailler les machines. Après 2 semaines, vous dites de sortir les machines. On va travailler la même. Mais ce sont la paix taillée. Et c'est chez toi qu'on peut faire ça. Eh bien voilà, vous avez tous regardé cette vidéo, le ton est monté. C'est un conseiller régional qui s'est adressé au ministre de manière très ordinaire. Il est ministre par intérim. Hein, il est ministre de toutes les façons, que ce soit par intérim ou pas. Il est ministre, on rappelle que le ministre par intérim, il s'appelle le professeur Fou Calestus. Il était en visite du côté de la région de l'Est. Et vous savez bien que au Cameroun, en ce moment, il y a des débats sur l'exploitation des minerais du côté de l'Est. Le ministre, en tant que régulateur, est allé sur le terrain après de nombreuses décisions
prendre acte de ce qui se passe et il a pris des décisions qui ne contentent pas l'opinion, qui ne contentent pas les populations de l'Est. Et aujourd'hui, il y a eu cette altercation-là. Cette vidéo est devenue virale sur la toile. Elle a été partagée de milliers de fois. Alors, si la rencontre a eu lieu il y a quelques jours ou quelques heures, vous avez des nouvelles en ce moment? Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Est-ce que finalement le ministre par intérim et les populations ont pu trouver un accord afin que chacun trouve profit de cette richesse d'une des terres du Cameroun? Effectivement, le ministre, la calmie est revenue. Vous savez, depuis la période post-électorale, il y a des tensions à l'Est, et puis le préfet, le gouverneur d'abord, puis le préfet, puis les sous-préfets de la KDI ont pris des résolutions pour que tout revienne dans l'ordre. Aujourd'hui, on a des correspondants qui nous ont fait état de ce que à l'Est, notamment à Batouri, tout est revenu dans l'ordre. Il y a des pourparlers qui sont en marche, et puis on espère que les populations vont retrouver la lucidité, que le temps ne montera plus et que l'État retrouvera, ou alors l'État remettra de l'ordre dans la place. Alors mettre de l'ordre, c'est bien beau, mais sauf que quand on parle parfois de l'Est, quand on parle de ces sols riches en fer, en or, en diamants, on est face à certaines tensions d'une manière ou d'une autre. Eh bien oui, on est face à des tensions. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi la région de l'Est est-elle en proie de ces événements. Vous savez, à un moment donné, tout était calme à l'Est, on n'entendait pas parler, sauf qu'aujourd'hui, on a découvert qu'il y a des minerais dans l'Est, et on va découvrir à partir des tableaux ce qu'il y a à l'Est, pourquoi l'Est est devenu aujourd'hui la risée de nombreuses populations, pas que du Cameroun, même de l'extérieur, la risée des expatriés, la risée des nations extérieures, et également pourquoi l'Est est devenu aujourd'hui l'un des principaux potentiels miniers de l'Afrique centrale. On rappelle que le sous-sol de la région de l'Est est très riche. Il y a du diamant, du mobilion qui est l'un des diamants les plus purs, un potentiel estimé à 420 millions de carats. Il y a également de l'or, principalement artisanal. C'est vrai que l'exploitation de l'or est artisanale, mais en dehors de cela, il y a du fer, notamment vous avez entendu parler du projet de Mbalam. Donc il y a des ressources minières très prisées à l'Est. Il y a du diamant, de l'or, du fer, d'aucuns parlent de la bauxite. Il y a également d'autres minerais très rares qui sont prisés du côté de l'Est. Nous avons regardé tout à l'heure l'image que vous avez projetée. Peut-être ils pourront encore nous présenter cette image-là. Et on voit très souvent aussi quelques particuliers cette image, qui s'investissent comme d'autres entreprises. Chacun est à la recherche de son gagne-pain, et peut-être aussi ce qui pourrait expliquer parfois un peu la colère de certains membres de la communauté qui peuvent estimer qu'en réalité c'est leur sol et qui devrait d'une manière ou d'une autre avoir de quoi poser la marmite sur le feu. Mais sauf qu'il y a une loi bien établie au Cameroun qui encadre ce type d'activité. Avant de parler de la loi Visley, si vous permettez, on va vous donner les chiffres de l'exploitation des minéraux au Cameroun. Alors, il y a un tableau illustratif, pas celui-ci, mais celui qui vient juste après, le tableau illustratif des chiffres montrant l'exploitation, les principaux, voici, voilà, les chiffres montrant le degré d'exploitation des richesses dans l'Est du Cameroun. Alors, la production de diamants à l'Est du Cameroun en 2025 est estimée à 15 382,37 carats. C'est produit en 2025. Et là, en 2024, on avait plutôt 6 219,8 carats. Et la production en 2025, on se rend compte qu'elle est montée à plus de 147% de croissance. Donc, en un an, on a une croissance de 147%. Pour dire en français facile que en 2024, on exploitait tout simplement de manière illégale et inadéquate un peu. Mais en 2025, c'est monté à pratiquement 3 fois plus. Et les recettes officielles, environ 110 millions de francs CFA en 2025. Pourtant, en 2024, alors qu'on exploitait moins, il y avait 120 millions de francs CFA de recettes.
Les sources sont données, on n'invente pas les chiffres. Les chiffres sont donnés par le journal Éco-Matin. On sait que Éco-Matin, c'est un journal très sérieux. On se rend donc compte qu'il y a un problème au niveau de la production des minerais à l'est du Cameroun, notamment le diamant. On va regarder également les chiffres au niveau de l'or. Dans le tableau suivant, ça va venir. Vous vous rendez compte qu'il y a de nombreuses personnes qui exploitent l'or. Selon les données de la CAPAM, on rappelle que la CAPAM, c'est le cadre d'appui à l'artisanat minier, il y a plus de 300 milliards de francs CFA de pertes par an liées principalement à la contrebande d'or, les circuits clandestins, l'exploitation artisanale non contrôlée, mais aussi, on dit, il y a plus de 95% de l'or artisanal qui échappe au circuit de sources officielles. C'est un document tiré de Cameroun 24. Donc, il y a de l'exploitation qui se fait, il y a de l'or qui est tiré du sol, de l'or qui est extrait, mais on n'en voit pas les revenus. Alors, avec des pertes qui s'élèvent aux différents montants présentés par vous, mais également des pertes fiscales sur l'or. Oui. Donc, vous êtes jusqu'à 165 Effectivement, il y a des pertes allant jusqu'à 165 milliards de francs CFA, des pertes fiscales liées à l'exploitation illégale de l'or. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent, qui exploitent de l'or sans le déclarer, et qui foutent le camp, qui partent, qui vont vendre l'or à ce qu'on appelle le marché noir. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi. Effectivement, il y a une loi qui régit l'exploitation de l'or au Cameroun. Il faut rappeler que l'exploitation de l'or appartient de toutes les façons. Toutes les ressources naturelles appartiennent d'abord à l'État. L'État est le principal propriétaire des ressources minières. Maintenant, pour être propriétaire, pour pouvoir exploiter l'or, il faut un permis, et le permis est délivré notamment par le ministère des Mines. Voilà, donc il faut automatiquement une obligation, donc un permis des titres miniers, et on ne peut pas exploiter librement l'or. Vous savez, dans cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est que ce conseiller l'a dit, ici, on vous a laissé l'autre partie, cette partie appartient à la communauté, laissez-nous exploiter notre or, cette partie nous appartient. Pourtant, la loi est claire, aucune ressource naturelle n'appartient à un tiers, toutes les ressources naturelles appartiennent à l'État. Cela signifie en français facile que si vous avez un domicile et que vous découvrez du pétrole, ce pétrole ne vous appartient pas, il appartient à l'État. Si vous avez un domicile et que vous découvrez de l'or, cet or ne vous appartient pas, il appartient à l'État. Même chose pour le diamant, pour la bauxite et pour toute autre ressource naturelle. Donc, il faut automatiquement avoir un permis d'exploitation pour avoir le droit d'exploiter de l'or. Mais il y a un autre document que j'aimerais qu'on exploite ensemble, c'est les obligations légales. La loi impose plusieurs obligations strictes. Déclaration de production, c'est-à-dire que quand même vous avez un permis et que vous exploitez ces minerais-là, vous avez l'obligation de déclarer. C'est ce qu'on appelle la déclaration de production. Tous les minerais extraits doivent être déclarés, respecter l'environnement. On a vu un tableau tout à l'heure où l'environnement était totalement dégradé. Il y avait carrément des cratères qui étaient créés, et on sait qu'il y a des sites qui dénoncent cette exploitation abusive là et qui ne respectent aucune règle environnementale. Et aujourd'hui, la loi dit également qu'après avoir exploité, vous avez l'obligation de réhabilitation des sites. C'est-à-dire que quand vous amenez un tracteur pour exploiter, pour chercher de l'or, du diamant, après avoir exploité, vous avez l'obligation de remplir les cratères que vous avez créés. Il y a également l'obligation de la gestion des déchets et de la pollution. Donc, tous ces éléments, tout est mis en place par l'État pour que tout se passe de manière normale. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes, des individus, nous ne savons pas d'où ils viennent, nous ne savons pas ce qu'ils font de notre or, nous ne savons même pas par quel mécanisme ils exploitent ou commercialisent nos minerais. Mais ce qui est là, c'est que le constat est clair. On a de nombreuses pertes, plus de 300 milliards de francs CFA par an, dues à l'exploitation non déclarée ou alors l'exploitation frauduleuse des ressources naturelles à l'est du Cameroun, notamment l'or.
Merci Aston Yambé pour cette chronique sur ce bras de fer entre les populations, le ministre des Mines par intérim à Batouri au sujet de l'exploitation de l'or, Isaac Bissala. Sur cette question, Aston a été clair et c'est établi pour investir, pour exploiter, pour se lancer à la recherche, il faudrait avoir un permis. Ça s'applaudit. Maintenant, comment on fait des populations autochtones, comme on les appelle très souvent, qui sont sur le terrain et qui parfois sont sans emploi, qui ne peuvent pas obtenir des permis, mais qui se disent on est béni parce que le sol est riche. Merci. Je crois que c'est poignant ce que nous venons de voir. Mais ce n'est pas seulement le Cameroun. Si vous suivez très bien les histoires des pays qui ont de l'or, du diamant et ceci, et que ce soit la RCA, que ce soit la RDC, que ce soit les Philippines, que ce soit la Colombie, que ce soit tous les pays, il y a ce problème qui se pose partout. Pourquoi ce problème se pose? Parce qu'à un moment donné, je vous ai parlé de la tolérance administrative. On a laissé faire. On a laissé faire. Et les populations ne trouvant pas du travail, les populations se sont dit, bon ok, à la débrouillardise, on se débrouille et on s'en va nous-mêmes essayer de commencer à exploiter. Comme l'État ne pouvait pas trouver donc du travail à ces personnes-là, comme l'État n'arrivait pas dans ce pays à industrialiser l'exploitation de ces minéraux, eh bien, tout est parti dans ce que nous voyons aujourd'hui, où les populations viennent dire à l'État, à un représentant de l'État, c'est nous qui vous donnons les parcelles, là vous pouvez aller, ici ça nous appartient. Donc je crois que le problème, l'exploitation artisanale, c'est de ça qu'il s'agit. L'État ne veut plus. L'État veut maintenant exploiter d'une manière formelle, le site. Et ça devait donc commencer par un dialogue. Et le dialogue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a proposé? Qu'est-ce qu'on a proposé à ces populations-là? Que ce soit le Cameroun, que ce soit la République centrafricaine, que ce soit la RDC. C'est toujours le même problème. Peut-être le ministre arrive et dit aux gens, écoutez, les exploitants ont un permis, et vous, soit ils vous recrutent, soit ils ne vous recrutent pas. Mais vous n'avez pas le droit. Non. Et quand on écoutait par ailleurs la prise de parole de cet élu, c'est cela, Aston Yambé, on s'est également posé la question, Monsieur Isaac Bissala, vous qui êtes un syndicaliste, la revendication, le ton utilisé, la méthode, est-ce que c'était pas déplacé, assez déplacé? Alors, on revendique, c'est bien. Alors, on veut rentrer dans ses droits, c'est bien. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas obligation d'avoir une certaine attitude, d'une certaine manière? Alors, dans ce qu'on appelle le dialogue social, quand il y a un conflit, il y a ce qu'on appelle, les personnes qu'on appelle les médiateurs. Ce sont des personnes qui sont censées venir intervenir, être des intermédiaires entre les deux parties pour pouvoir trouver des solutions. Ce monsieur, lui, vient là parce qu'il a un poste politique. Il est conseiller régional. Il s'est dit, je peux parler pour les populations. Il n'est pas formé pour pouvoir parler devant le gouvernement. Il n'est pas formé, il n'est même pas outillé. Il ne sait même pas. Mais il a dit à ce fait que je vais parler aujourd'hui. Oui, il vient dire aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, quand vous allez dans ce village, nous qui allons voir ce qui se passe souvent là, à un moment donné, vous croisez les bras, vous entendez comment les gens parlent, vous vous dites, ici, alors là, parce que ailleurs, on n'a pas voulu former les gens. Il fallait qu'on prépare rapidement ces gens-là, un jour en leur disant, soyez prêts, vous quitterez un jour ce site. Vous allez quitter parce que l'État, à un moment donné, va venir. Pour le moment, vous êtes là, mais sachez que vous allez quitter ce site parce que l'État ne va pas continuer à vous laisser faire. Maintenant, quand vous allez quitter ce site-là, vous allez faire autre chose. Voilà comment on va vous faire, on va vous recruter, on va vous faire ceci, cela, vous serez recruté, vous allez gagner ceci. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui devrait proposer un certain nombre de choses pour mettre les populations bien. Alors, je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé à Méking,
En making pour le barrage de making, n'est-ce pas, avec des Chinois. Alors, à un moment donné, quand on a lancé dans la construction de ce barrage, on est allé de village en village, des villages environnants. On est allé recruter les autochtones. Parce que là aussi, ça peut faire problème. Si vous remarquez bien ce que j'ai dit. On est allé recruter les autochtones qui étaient autour de Making. Alors, quand on arrive, la grève commence. Quand on entend ces jeunes parler disent qu'on leur donne des salaires de 50 000. Alors que lui, quand il allait au champ, quand il faisait ses plantations, il avait plus que ça. Oui. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez aller là-bas, vous trouvez qu'il y a des gens qui se débrouillaient là-bas dans cette forme artisanale, oui, qui s'en sortaient. Aujourd'hui, on leur propose d'aller travailler chez quelqu'un et ils ne se retrouvent pas dans ce qu'on va leur donner. Je ne sais pas si vous comprenez dans la maintenant. Donc, j'aurais souhaité que le ministre des Mines, avant de descendre sur le terrain, il fallait d'abord qu'il y ait des discussions avec nous. Si vous comprenez, il devait nous inviter de toute façon, paix à son âme. L'ancien ministre. L'ancien ministre qui était là, c'était... Voilà, oui, lui, chaque fois son bureau, je crois que si il y a ses collaborateurs qui nous écoutent ce soir, rien ne pouvait se passer au niveau de Mimit sans que les syndicats soient invités pour donner leur opinion. Quand je vous parle de Capab et de Sokamine, c'est parce que ce dossier, on a eu à traiter ça au niveau du ministère, on était en train de dire... Bon, il faudrait que le gouvernement, les membres du gouvernement, qui n'aillent pas affronter le feu. Et puis lorsque vous allez vers les populations, évitez de vous faire accompagner avec... Parce que ça excite les populations. Non, mais vous ne pouvez pas demander à un membre du gouvernement de se déplacer sans les autorités administratives de la localité, sans la sécurité. Non. Parce qu'il peut avoir à un moment donné des personnes très mal intentionnées, non. monsieur Isaac. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas venir avec une cohorte de ce qu'on a vu là, près de 200 des gens qui étaient la majorité. Les images la majorité. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne doit parler avec son garde du corps. Je ne dis pas qu'il ne doit parler avec le préfet, avec le chef du village. Oui. Je ne sais pas si tu comprends, qu'il doit aller. Mais je dis, le citoyen, lorsque vous venez parler, voir par exemple le travail quand il y a grève quelque part. Quand il y a grève quelque part, lorsque les travailleurs voient la police anti-émeute ou bien les gendarmes venir, ça les excite. Oui, et puis immédiatement, tout peut arriver. Oui. Tout peut arriver. Donc, vous voyez, ça va dans tous les sens, c'est chacun qui parle, c'est ceci, c'est là, vous voyez, mais on fait de gros gestes, voilà, on parlait comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. Il fallait d'abord qu'il y ait une discussion ici et qu'on essaie de dire exactement comment faire pour pouvoir s'en sortir. C'est aujourd'hui, ce que vous avez ici au Cameroun aujourd'hui, le problème de mototaximène. Si aujourd'hui vous demandez, et pourtant, nous savons que l'État est en train de tout faire pour que les bus reviennent, par exemple, dans les villes de Yaoundé et de Douala. Alors, quand les bus vont revenir, il ne sera plus que facile d'accepter que les motos... Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce qu'on est en train de préparer ces motos taximènes pour en leur disant, à un moment donné, vous n'allez plus circuler, je ne sais pas si vous comprenez. Bon, si un beau matin, on vient leur dire, à partir d'aujourd'hui, c'est fini les motos. Ah, les gens vont se dire, mais ils nous disent c'est fini les motos, mais on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire? Comment pour nourrir nos familles? Donc, écoutez, dans le problème qui se pose aujourd'hui, je dis souvent aux gens, on ne fait pas un bras de fer avec un État. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Il ne faut pas faire un bras de fer avec un État. Lorsque l'État vient vous dire quelque chose, essayez de dire clairement à l'État ce que vous pensez. Exécutez d'abord ce que l'État vous demande de faire. Et revenez après dire à l'État, vous nous avez demandé de faire ceci, mais voilà ce que nous pensons. Vous comprenez? C'est comme ça. Merci beaucoup, monsieur Isaac Bissala, vous qui êtes donc le
président confédéral de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Aston Yambé, vous avez reçu ces images, vous avez mené des recherches et la situation est rentrée dans son calme, d'après les nouvelles de nos correspondants qui sont sur le territoire. Mais sauf que tout à côté, l'État perd beaucoup d'argent parce que nombreux s'investissent sans avoir le permis. Nombreux également sont issus de la communauté locale. Monsieur Isaac Bissal a parlé tout à l'heure de ce que l'État peut proposer pour que les populations se disent on ne peut plus s'investir et risquer nos vies, parce que plein perdent également leur vie dans cette recherche-là. Mais on doit poser la marmite au feu. Comment on fait? Il n'y a pas de boulot. Vous savez, le ministre des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique s'est rendu à l'Est pour restructurer la production dans le secteur semi-minier. En fait, j'ai dit tout à l'heure que l'or est pratiquement exploité de manière artisanale à l'Est. Et quand on parle d'artisanat au Cameroun, on sait bien évidemment qu'il y a des contrebandes, il y a des non-déclarations. Vous savez, j'ai dit également tout à l'heure que la loi oblige les exploitants d'or à déclarer la quantité d'or qu'ils exploitent et à respecter l'environnement. Mais il y a énormément de dénonciations qui se font à l'Est. Et ces dénonciations-là ont bien évidemment amené le ministre à réagir. Ce qui est tout à fait normal. C'est un ministre qui doit mettre de l'ordre dans le secteur. Maintenant, avant de mettre de l'ordre dans un secteur, il y a tout de même des préambules. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez entendu qu'il y a un crime quelque part, vous levez et aller de manière fortuite. Non, vous devez préparer le terrain. Même quand le pape était au Cameroun, il a préparé le terrain. Avant d'arriver, il a envoyé des émissaires. Mais si le ministre se déplace, c'est parce qu'il est au courant de ce qui se passe. Oui, mais je pense que le déplacement a été spontané. Il n'a pas préparé. Peut-être, comme disait le syndicaliste, il n'a pas rencontré ceux qui parlent au nom de certains travailleurs établis de ce côté. C'est ce que j'ai dit, il n'a pas préparé le terrain. Parce que préparer le terrain signifie d'envoyer des émissaires au préalable, discuter avec eux dans les coulisses et venir tenir un discours qui sera en accord avec les pensées et les actes. Vous voyez, quand le pape est arrivé à Bamenda, il y avait des tensions à Bamenda. N'importe quel homme politique ne pouvait pas arriver à Bamenda de cette manière et s'exposer publiquement. Mais il y a des pourparlers qui se sont faits dans les coulisses. Et c'est ce que je pense le ministre n'a pas fait. Vous savez, partout où il y a de l'argent, il y a des personnes qui ont des regards malsains. Partout où on peut se faire de l'argent, il y a des personnes qui ont des regards malsains. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un État au Cameroun qui fait l'effort de structurer l'exploitation de toutes ressources, mais derrière, il y a forcément des mains qui veulent à tout prix exploiter de l'or de manière frauduleuse. Vous êtes bien au courant, et c'est même Cameroun Tribune qui l'a titré il y a quelques mois, qu'il y a des tonnes d'or qui ont été vendues, des tonnes d'or du Cameroun qui ont été vendues en Arabie Saoudite, mais qui n'ont pas été déclarées. Et on se pose la question de savoir comment cet or a fait pour arriver en Arabie Saoudite. L'or ne s'est pas envolé. Ouais. L'or est venu du Cameroun. C'est bien de l'or du Cameroun qui a été identifié dans ces pays-là. Dans le Golfe, à Dubaï, l'or du Cameroun y est, en Arabie Saoudite. Mais comment cet or fait pour quitter le Cameroun? C'est parce qu'il y a des gens qui se servent de cet or pour s'enrichir. Et ces gens-là ne se servent pas tout seuls. Tout seul, je veux dire. Ces gens-là ne s'enrichissent pas tout seuls. C'est un mécanisme mis en place avec des personnes qui sont à la base. Il y a une mafia alors. Bien sûr, il a parlé de mafia. Il y a une mafia, ça c'est sûr. Il y a forcément une mafia. Et c'est cette mafia que le ministre veut ternir. C'est cette mafia que le ministre veut aujourd'hui effacer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait face à beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui veulent empêcher à l'État de récupérer de l'argent. Il y a des gens qui veulent empêcher à l'État de travailler. Il y a des gens qui veulent empêcher à l'État de faire ce qu'il faut. Et ces gens-là, c'est ceux qui bénéficient de cette exploitation. Sinon, quand on arrive chez vous et qu'on vous dit, vous exploitez l'or de manière artisanale, on veut vous amener à l'exploiter de manière moderne. À qui ça bénéficie? À vous. Okay. Puisque oui. ça va vous aider à employer des gens. Oui, ça va aider l'État du Cameroun à avoir un peu plus d'argent, à investir pour vous rétrocéder ces richesses-là. Mais quand vous vous y opposez,
c'est tout simplement parce que vous avez intérêt particulier à garder ces ressources-là. Alors, je me pose la question de savoir, quand je regarde la photo, alors je ne trouve aucun ministre de l'Est dans la délégation, je ne trouve aucun sénateur de l'Est dans la délégation, je ne trouve aucun député de l'Est dans le... Je trouve un conseiller régional en face d'un ministre. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Nous sommes à l'Est. Nous avons les dignitaires de l'Est. Ils auraient dû se déplacer. Non, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Le problème est sérieux. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse ici. Ce problème est très sérieux. Très, très sérieux. Mais je me pose la question. Pourquoi c'est un conseiller régional qui est en face d'un ministre, alors que le ministre a ses collègues? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que tout à l'heure, avant qu'on ne commence l'émission, il a dû dire des choses, pauvreté, ceci, cela. Est-ce que les gens ont peur d'affronter cette population? Cette population, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis surpris de trouver un ministre sans ses collègues à côté de lui pour pouvoir parler. C'est eux qui devaient parler. C'est eux qui devaient d'abord aller sur le terrain, préparer le terrain. Les élites. Les élites. Oui. Membres du gouvernement. Voilà, ceci, cela. Et ceci, cela. Mais le ministre, voilà, un ministre qui est là seul, devant un conseiller. C'est jeté dans la fourmilière, tout ça. Voilà. Alors, on va accueillir Vicenzo Guijol, qui est un juriste et qui nous a rejoint. Vicenzo, bonsoir à vous. Nous sommes en train de parler de la situation de l'Est Cameroun, où l'exploitation minière révèle d'un paradoxe saisissant. En sous-sol riche, il y a de l'or, du fer, du diamant, mais une économie invisible. On a parlé tout à l'heure des pertes, mais également l'Est Cameroun, au-delà de ses richesses, souvent présenté comme étant le parent pauvre. Le parent pauvre du Cameroun, c'est cela. Les populations sont en larmes. Peut-être aussi ce qui peut expliquer, sans forcément donner raison, aux syndicalistes qui pensent que les élites elles-mêmes ne voulaient pas se déplacer. Pourtant, ce sont les collègues du ministre des Mines qui pourraient être là pour parler aux frères et aux sœurs et aux mères pour dire ici, c'est notre région, on n'a pas besoin de ça. Déjà, bonsoir Visley, bonsoir mes copanélistes. Allez-y. Vous savez, Visley, je pense qu'il y a un déficit d'organisation du travail dans ce pays de façon globale. De façon globale, il faudrait que le Cameroun s'inscrive par rapport au principe même de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a théorisé en 1999 le travail décent. Il faudrait que le travail soit rémunéré. Il faudrait que tout le monde soit appelé à contribution. Parce qu'il s'agit quand même de la construction de l'œuvre nationale. Donc, à partir du moment où vous allez, relever les disparités du côté de l'Est Cameroun, on a comme l'impression qu'ici, dans notre pays, on rame un peu à contre-courant. Il faudrait qu'on organise le travail. Il faudrait que le travail soit cette production qui puisse bénéficier à tout le monde. Sinon, il va rester exactement comme à l'origine, c'est-à-dire un instrument de torture. Parce que exactement ce que vous êtes en train de décrire là, c'est un peu ce que les latins ont appelé le tripalium, c'est-à-dire l'instrument de torture. Alors, mais je voudrais, puisqu'on va faire un dernier tour sur cette question, d'abord vous, Vicenzo Guijol, le syndicaliste Isaac prendra la parole, il va nous expliquer, parce qu'il dit le Cameroun est tellement sous tolérance administrative, c'est un problème, donc on sorte de là. Il a raison. C'est quoi la tolérance administrative? En réalité, la tolérance administrative ici consiste à séquestrer la loi, à séquestrer. On met un peu sous sellette la loi, le droit. On permet un certain type de comportement qui va à l'encontre de la loi, à l'encontre même du droit. Il faudrait que si le Cameroun tient vraiment à son développement, il faudrait qu'on mette les lois à l'intérieur même du comportement des uns et des autres. Parce que si la tolérance administrative va
devenir le principe et la loi l'exception, on n'est plus dans un état de droit. Donc, je suis d'avis avec M. Bissala. Alors, Isaac Bissala, Oui. nous devons sortir de la tolérance administrative. Bon, je vais vous donner l'exemple. Hein. Je vous ai parlé de la chute du mur de Berlin. Alors, nous autres, les communistes, hein, vous pouvez voir des trucs de ce genre chez les communistes. Vous avez entendu un jour parler de la tolérance administrative chez les communistes? Non. C'est un concept typiquement camerounais, hein, la tolérance administrative. Vous ne pouvez pas. L'État restera l'État en tout temps et en tout lieu. Que veut dire l'État? La loi. Quand on parle de l'État, on ne parle pas, les gens ont tendance à voir les individus. L'État, c'est la loi. Et la loi, c'est la loi. C'est la loi. L'autorité. C'est parce que vous me comprenez. Oui. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle reste la loi. Et ne prenez pas seulement la loi pour donner, pour aller réprimer les gens en disant que les gens n'ont pas respecté la loi. Si la loi vous dit que vous devez tout faire, comme le Code du travail le dit, que l'État doit tout faire pour trouver du travail à tout un citoyen et de l'aider à le protéger. Et je ne sais pas si vous comprenez. L'État aussi doit faire son travail. C'est ça qu'il s'agit. Il ne faudra pas venir seulement dire à un moment donné à celui qui a violé la loi, pour lui dire que, comme tu as violé la loi, il faut d'abord savoir exactement, mais pourquoi il a violé la loi? Mais ça ne veut pas dire que s'il a raison, il doit se faire justice. Mais la loi doit rester la loi en tout temps et en tout lieu. Vous qui êtes aux côtés des travailleurs, vous qui défendez les travailleurs, vous qui rencontrez les patrons, vous qui rencontrez ceux qui nous dirigent, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, si cette mesure de tolérance administrative venait à disparaître, le pays marcherait mieux? Alors, pourquoi la tolérance administrative? Il venait de vous le dire. Pourquoi la tolérance administrative? Je vous ai dit qu'on a laissé les motos. Laissé les motos parce qu'on était incapable de mettre les bus pour le transport. Oui, un transport public, en commun. En commun, public. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, on laisse faire certaines choses. Hein, je vous ai dit, mais là où nous sommes là, à l'Est, là, on a vu comment les gens commençaient à exploiter l'or d'une façon artisanale. Mais comme on n'arrivait pas à leur trouver du travail, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé faire. Et pourtant, les lois étaient là. Et c'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à trouver du travail à la jeunesse. On n'arrive pas à trouver du travail. Puisqu'on n'arrive pas à trouver du travail, débrouillez-vous. Vous pouvez occuper l'avenue Kennedy comme vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça devient Far West. Kennedy, et puis vous allez trouver des gens, des diplomates qui envoient des informations à leurs touristes. Ne passez pas par. N'allez jamais passer par l'avenue Kennedy. On laisse donc, au niveau des marchés, on laisse à un moment donné les gens occuper la chaussée. Ouais. Hein? On voit quand même, il y a aujourd'hui, allez à Yaoundé, vous allez voir des endroits où une personne ou deux personnes ont commencé déjà à faire un commerce. On ne vient pas immédiatement dire à ces gens-là, enlevez votre truc ici. Vous ne devez pas être là. Il y a 2 personnes. 2 semaines après, vous allez voir 5 personnes. C'est vrai. Quelques temps après, ça devient un marché. Et au moment où ça devient un marché, vous voyez un beau matin, la commune vient. Et les gens commencent à dire, on n'arrive pas à nourrir nos enfants. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et on va aller faire quoi? C'est cela. Non, écoutez, qu'on arrête. On peut trouver. Hein, nous avons fait des propositions. Écoutez, ce pays, ça a des potentialités énormes. Comprenez? Quand on nous dit dans ce pays qu'il y a le chômage, nous on se pose la question comment il ne peut avoir de chômage que dans un pays développé. Mais un pays comme le nôtre qui n'est pas encore développé à 10% et qui a beaucoup à faire. Ouais. Et on dit qu'il y a le chômage. Mais écoutez ça. Merci beaucoup. Mais non, mais on se moque de qui? Beaucoup, Monsieur Isaac Bissala. Là, on était en plein cœur de notre VAR. Et Aston Yambé nous a parlé de ce bras de fer du côté de l'Est Cameroun.
où les populations ont accueilli le ministre. L'accueil n'a pas été tellement chaleureux, mais le calme est de retour. Mesdames et messieurs, voici le fait social des prédicateurs de ce soir.